Alors AMD a littéralement fait l'équivalent d'un 360 no-scope suivi d'un T-Bag sur Modern Warfare 2 à Intel et Nvidia en même temps. Donc vous l'avez compris, on va parler des conférences Computex de Intel, AMD et Nvidia. Et on peut le dire sans trop de problème, il y a du bon et du pourrave. Venez donc vous asseoir pour une fois qu'on a quelque chose d'excitant à parler. Commençons par la conférence de AMD qui était sans aucun doute la conférence avec le plus de contenu et le moins de blabla chiant à mourir. En même temps, on avait déjà peut-être payé dans le blabla chiant à mourir il y a quelques temps avec la conférence d'auto-congratulation. Enfin bref. La plus grosse annonce pour moi dans cette conférence, c'est la sortie du Fidelity FX le 22 juin de cette année, donc dans quelques semaines en soi. Enfin, l'alternative au DLSS de Nvidia sauce AMD pointe enfin le bout de son nez. Mais AMD ne s'est pas contenté d'annoncer juste ça, on a eu des images de ça, des tests de performance, comment ça fonctionne, sur quoi ça fonctionne, et là attention, ils nous ont sorti une bonne petite pépite, vraiment une bonne nouvelle à ce niveau-là. Parlons d'abord des performances et de la qualité d'image proposée par cette technologie. Et ici on retrouvera 4 configurations selon vos envies et vos besoins. La Ultra Quality. Un boost de performance en essayant de sacrifier le moins possible de fidélité visuelle par rapport au natif. Le mode performance pour un boost de FPS le plus haut possible mais en sacrifiant quand même une sacrée fidélité visuelle. On aura aussi les presets Quality et Balance nous permettant d'avoir un petit peu un entre-deux entre vraiment la fidélité visuelle et la performance et qui permettra de garder surtout un minimum de fidélité visuelle. En termes de performance, les jeux montrés sur le jeu Godfall sont assez impressionnants. Dans la configuration Ultra Quality, on se retrouve avec près de 60% d'augmentation au niveau des performances. Et on va jusqu'à 300% de FPS en plus avec le mode performance. Déjà 60% d'augmentation de performance avec des pertes un petit peu de fidélité visuelle minimale, ça pourrait intéresser déjà pas mal de monde parce que jouer en 4K avec du ray tracing, avec de bonnes performances, c'est quand même quelque chose qui serait intéressant au niveau de AMD. Surtout que pour l'instant, les performances de ray tracing de AMD ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc ça permettrait peut-être un petit peu de compenser et de pouvoir jouer réellement en 4K avec du ray tracing. Après, c'est des benchmarks issus de la marque directement, donc difficile d'y faire confiance à 100%. Mais AMD nous a prouvé par le passé, en tout cas récemment, que ces benchmarks étaient quand même plutôt fiables et assez proches de la réalité. Mais bon, après, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. On connaît quand même les défauts de ce genre de technologie. Après avoir passé plusieurs années avec DLSS 1.0 et DLSS 2.0, on sait que la qualité n'est pas forcément là à tous les instants. D'ailleurs, sur le subreddit d'AMD, des personnes ont déjà commencé à analyser les images qui ont été montrées durant la conférence sur le jeu Godfall, qui est un jeu sponsorisé par AMD et du coup sera un des premiers à recevoir le FSR à sa sortie le 22 juin. Et on voit que même en qualité ultra, tout n'est pas parfait. Il y a d'un peu de flou, il y a des détails qui sont pas aussi bien retenus que dans l'original, mais après ça reste de l'upscaling, donc on peut pas non plus faire des miracles. Des personnes sur ce subreddit sont déjà très énervées par rapport à ça. Et personnellement déjà je trouve que pour une première version et en prévu, c'est déjà quelque chose qui est très bien et très encourageant pour la suite. On n'a pas d'artefact ou autre comme on pouvait retrouver sur le DLSS 1.0 qui gênait vraiment l'expérience de jeu. Là voilà, c'est un petit peu plus flou et ça a l'air d'être quelque chose d'assez généralisé, donc quelque chose d'homogène qui gêne un petit peu moins que d'avoir vraiment du flou à un endroit pour certains trucs. Gardons tout de même en tête que c'est une démo contrôlée, donc dans les meilleures conditions possibles. Il faudra voir un petit peu quand ça sort le 22 juin, qu'est-ce que ça vaut vraiment sur nos PC consommateurs. Et personnellement, si ça reste fidèle à ce qu'on a vu, je trouve le compromis qui est plutôt intéressant. On gagne quand même pas mal en performance pour une petite perte visuelle. Ça va déranger certains, mais je trouve que c'est très intéressant, surtout sur les petits GPU. Donc laissons quelques années à cette technologie, qu'elle mûrisse un petit peu et qu'elle nous donne le meilleur d'elle-même, surtout qu'on est sur une version qui vient de sortir, probablement un développement qui a été rushé un petit peu, parce que rappelez-vous, il y a quelques mois, AMD disait pas tout de suite, on va prendre notre temps. Donc potentiellement il y a de la place pour améliorer tout ça. Comme toujours avec AMD, il faut laisser ça un petit peu mijoter histoire que ça produise quelque chose de qualité. Concernant comment le Fidelity FX Super Résolution fonctionne, eh bien c'est bien comme dans les leaks, ça arrive au début de la chaîne de rendu, qui est du coup très différent de la façon de faire de Nvidia qui se base sur les frames d'avant, les vecteurs de mouvement, histoire de compiler une image et de pouvoir nous proposer quelque chose de plus gros. Donc comme ça se base sur les rendus des images précédentes, on sera ici en bout de chaîne. Alors qu'ici le FSR se base sur de spatial upscaling qui permet de faire ça avant le rendu de l'image, ou dans sa construction, je maîtrise pas encore tous les détails. Et la chose qui est très intéressante ici, c'est que l'algorithme de AMD ne nécessite pas d'avoir un entraînement sur le jeu en particulier, donc une intégration beaucoup plus simple dans les jeux vidéo. Enfin plus simple, moins coûteuse en temps. On arrive maintenant sur le gros de l'annonce pour moi, c'est que ce FSR ne sera pas disponible uniquement pour les dernières cartes graphiques de AMD.
ça sera disponible sur toute la gamme de AMD jusqu'à la RX 500 et aussi sur les gammes Nvidia jusqu'au GTX Pascal. On remonte du coup ici assez loin et il me semble que ça va être compatible avec toutes les cartes qui sont compatibles DirectX 12. Donc on peut très bien s'imaginer les cartes Intel qui vont sortir être aussi compatibles avec le FSR. En tout cas, Rajesh Koduri, fer de lance de Intel du côté processeur graphique, a indiqué qu'ils allaient fortement s'intéresser à tout ça. Donc le FSR sera très certainement compatible avec ces cartes là, même si Intel prévoit de son côté, il me semble, d'avoir un équivalent DLSS et FSR. C'est donc ici une énorme claque de la part d'AMD qui a été mis au monde de la carte graphique en ouvrant ce standard à toutes les cartes graphiques disponibles sur le marché. Enfin, une grosse partie des cartes graphiques disponibles sur le marché. Ça va faire beaucoup de bien pour beaucoup de personnes qui peuvent actuellement pas changer de carte graphique, soit par manque de moyens, soit par manque de stock. Attention par contre, les résultats seront très certainement plus variables et moins impressionnants sur les cartes qui ne sont pas les RX 6000, mais ça reste quelque chose qui va être tout à fait intéressant tout de même. Enfin, on va attendre de tester tout ça, mais ça devrait être cool. En tout cas, j'ai hâte de voir ça arriver sur les cartes graphiques Nvidia, juste histoire de pouvoir faire tourner FSR en même temps que DLSS. Parce qu'au final, ces deux technologies vont très certainement être compatibles et pouvoir créer ici des magnifiques soupes de pixels à 300 fps en 4K. Autre point important pour cette technologie, c'est qu'elle devrait être implémentée dans le jeu par les développeurs du jeu vidéo. Elle ne sera pas comme ça disponible à tous les jeux vidéo d'un coup. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'on puisse l'utiliser immédiatement sur les jeux vidéo. C'est un processus qui va être assez long, les développeurs vont s'y mettre au fur et à mesure, mais ça va très certainement être motivé par le fait que toutes les cartes graphiques vont pouvoir l'utiliser. Donc quelque chose qui va être sympa. En plus de pouvoir gagner du temps sur le fait qu'on a moins besoin de faire travail que pour le DLSS. Si les résultats dans la réalité sont à peu près similaires à ce qu'on peut voir sur la présentation, eh bien on va avoir une adoption très rapide, je pense, de ce genre de technologie par nos développeurs favoris. Donc ça y est, la technologie tant attendue de AMD fait enfin surface et ça fait plaisir de voir qu'ils ont été vraiment fidèles à leur vision de bout en bout en proposant quelque chose d'ouvert et même de disponible pour les concurrents. J'attends pour l'instant de voir les résultats qu'on va voir dans la vraie vie, mais ça semble très prometteur. Donc un très grand bravo à eux, ça fait plaisir d'avoir ce genre de nouvelles dans le contexte actuel. AMD a aussi profité de cette conférence pour faire quelques annonces processeurs, dont les prochains Ryzen 5000 qui vont être disponibles au grand public. On parle ici des Ryzen 5600G et 5700G. Ce ne sont pas de tout nouveaux processeurs parce qu'ils sont déjà disponibles dans des PC de pré-montés, mais c'est la première fois qu'on va pouvoir les acheter, nous, en tant que consommateurs. C'est des processeurs que j'attendais beaucoup moi personnellement parce que tout simplement, ils ont une carte graphique intégrée, ou en tout cas une petite puce graphique, d'où leur G dans leur nom. Par contre, malheureusement, la puce graphique à l'intérieur n'est pas encore une puce Navi, c'est encore une puce Vega avec 7 ou 8 unités de calcul selon le modèle que vous choisissez, mais c'est des modèles qui ont déjà prouvé que c'était possible de jouer confortablement sur des CPU. Donc on pourra très bien faire du gaming assez léger là-dessus, voire même du gaming un peu plus lourd quand le FSR sera disponible sur une plus grande majorité de jeux. Ces puces seront disponibles à la vente le 5 août à des prix qui sont tout de même assez intéressants par rapport à leur contrepartie X. Le 5600G est annoncé au prix de 259 $ contre 299 pour le modèle X et le 5700G est annoncé au prix de 359 $ contre 449 pour le modèle X, ce qui fait une belle réduction de prix à ce niveau-là. Après bien sûr cette réduction de prix ne vient pas gratuitement, on va perdre un petit peu des mégahertz dans le boost, mais rien qu'un petit OC ou un PBO peut arranger et on va perdre aussi un petit peu de cache L2 et L3. Ça va principalement réduire les performances du CPU, notamment en jeu. Mais bon, comptez ici de l'ordre très certainement de 5 et quelques pourcents. Ces processeurs vont être aussi moins chauds de base puisqu'ils ont tous les deux un TDP de 65 watts. Donc on aura très certainement un petit peu de marge pour notre PBO ou notre OC pour gagner ces quelques mégahertz qui manquent. Mais dans l'ensemble, je pense tout de même que ces processeurs resteront quand même très bons et particulièrement intéressants pour leur processeur graphique intégré. Et on a enfin droit à un APU de plus de 4 cœurs chez Ryzen, ce qui manquait cruellement pour ceux qui ont besoin de gros processeurs mais pas forcément besoin de carte graphique. Ça vous permettra essentiellement de pouvoir commencer à vous monter un PC et les cartes graphiques viendront quand elles viendront, mais en tout cas vous pouvez l'utiliser et jouer un petit peu à des jeux. Ou bien faire de tout petits PC Ryzen avec de gros processeurs bien puissants mais pas de carte graphique. Et ça mes amis, je l'attendais depuis longtemps. Autre chose intéressante sur leur processeur, c'est qu'ils sont en train de tester et bientôt produire le 3D stacking de mémoire cache. On avait parlé un petit peu dans la news précédente et il faut savoir qu'un cache plus gros, plus rapide, avec plus de bandes passantes sur un Ryzen, ça peut être que bon. Sur les architectures Zen 3 et autres, ce genre de choses aide énormément parce que c'est là où communiquent tous les cœurs et si on leur donne
donne une interface plus rapide avec plus de stockage, ben ils vont faire quand même la fête. C'est notamment ce que nous a montré Lizasu avec la sortie de son prototype de 5900X avec du 3D stacking de cache versus le 5900X classique. Et ben on avait un gain de performance allant de 4 à 20% selon les jeux vidéo. Parce qu'ici on comparait ici des jeux vidéo avec des FPS. Ce qui est quand même assez impressionnant parce que sans changer grand chose sur le processeur, on arrive à des gains de performance qui sont tout à fait acceptables. Par contre, cette techno ne sera pas disponible bientôt pour nous. Les premiers produits vont commencer à arriver fin 2021 et seront certainement destinés aux serveurs comme la plupart des technologies Nvidia à la base, et ensuite on verra certainement courant 2022 ce genre de choses arriver chez nous pour un Zen 3 Plus ou bien un Zen 4. À voir comment le planning de AMD se déroule, mais bon, ça devrait très certainement arriver vite dans nos puces consommateurs. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles techniques de production nous permettant de tirer plus des processeurs actuels. Après, ça reste très spéculatif et prototypal en ce moment, à voir quand on aura ce genre de puces dans nos mains. Donc pas tout de suite. AMD a ensuite fini par présenter les ordinateurs portables tout AMD avec la version mobile de leur 6800M, 6700M, 6600M qui vont venir en concurrence directe avec les RTX 3080, 3070, 3060 de chez Nvidia. Par contre, AMD a bien fait son travail en mettant un M derrière le nom des GPU destinés aux ordinateurs portables, histoire d'éviter toute confusion sur les performances de la machine ou même de la puce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, je parle encore de Nvidia et ses PC portables avec leur nomenclature plus que douteuse. Et sans compter que la 3080 version PC portable est une puce de 3070. Mais bon, ça ne me regarde pas. En ce qui concerne les performances, ces PC portables ont l'air d'être bons et globalement meilleurs que les Nvidia selon les benchmarks de AMD. Mais comme toujours, pour la sainte vérité, il faudra attendre que ces produits atteignent la main des reviewers. D'ailleurs, en parlant de PC portables, Intel ont eux aussi annoncé des choses dans ce secteur-là, et notamment leur nouveau processeur Tiger Lake qui, selon leur benchmark, sont très intéressants. Mais bon, ici, un peu comme d'habitude, j'ai beaucoup de mal à croire Intel parce que souvent, les benchmarks sont bien choisis et les échelles aussi. Donc encore une fois, attendons les premiers tests pour nous faire vraiment un réel avis. Et puis plus généralement, ces conférences sont faites pour nous en mettre plein la vue, donc les données sont toujours à prendre avec un petit peu de recul. Mais pas trop non plus, sinon on finit par tomber. Parlons maintenant un petit peu de la conférence Nvidia, où on peut le dire, les sorties des deux nouvelles cartes ont mis un peu internet à feu et à sang. Je veux bien sûr ici parler de la 3080 Ti annoncée à 1199 $. Elle a grossièrement les performances et les specs de la 3090 à quelques pourcents près, sauf que la VRAM est divisée par deux. Essentiellement, elle est là pour concurrencer la 6900 XT. C'est un petit peu la même histoire pour la 3070 qui est un petit peu plus puissante que la 3070 pour un prix de 620 $. Essentiellement ici pour concurrencer la 6800. En fait, beaucoup de personnes étaient étonnées, voire offusquées du prix de la 3080 Ti à 1199 $, alors qu'on l'attendait à peu près tous à 999 $. Moi personnellement, ça m'étonne pas forcément parce que pour reprendre les mots de Gamer Nexus, aujourd'hui aucune carte n'a besoin d'être intéressante pour se vendre, il suffit qu'elle existe et qu'elle soit disponible à l'achat. Donc mettre un prix supérieur pour des cartes qui vont se vendre dans tous les cas, eh ben c'est more money in the pocket quoi. Et la 3070 Ti n'est pas non plus en reste, avec 80 $ de plus dans un monde parfait où il y a du stock et tout ça, tout va bien, eh bien on peut avoir une 3080 qui est beaucoup plus intéressante. Personnellement, je pense que dans un marché autre que l'état qu'il est actuellement, ces cartes n'auraient très certainement pas vu le jour, ou soit vraiment pas à ce prix là. Mais après, c'est qu'une partie de l'histoire, ça c'est que le prix de référence des cartes applicables uniquement aux Founders en ce moment, parce que le reste des 3080 Ti Custom, eh bien c'est gratiné. On a une Zotac Trinity qui est au prix de référence, le reste ça commence à 1800 € et ça se finit à 2400 €. Rien que ça. Ce qui est totalement absurde, et pour ce prix là on peut avoir un PC entier avec une 3080 chez PowerLab. Donc bon, le choix est vite fait ici, surtout quand on voit la maigre différence qu'il y a entre la 3080 et la 3080 Ti. Mais bon, ça m'étonne même pas au final parce que Nvidia a montré qu'ils savaient faire des cartes très inintéressantes avec la 3060 et désormais ils ont fait le combo avec la 3080 Ti, combo inintéressant et trop cher. Que voulez-vous, les affaires sont les affaires, pourrait très bien dire Jensen. Donc bon, si vous le pouvez, n'en achetez pas, et puis de toute façon, à l'heure où on parle, ce jeudi soir, eh bien elles ont été dévalisées. Et bon, d'ailleurs on attend toujours le reste de la gamme LHR qui devait sortir normalement fin mai et qu'on n'a pas du tout vu en stock nulle part. Pour l'instant c'est silence radio de ce côté-là et je pense personnellement qu'on n'aura pas de nouvelles de ça avant le 12 ou le 13 juin, histoire que les ventes des 3080 Ti et 3070 se passent dans l'éventualité où si on mettait tout en même temps, elles ne se seraient pas vendues. Après cet avis n'engage que moi et en termes de business, ben, c'est une très bonne stratégie. Enfin bref, j'en dirai pas plus parce que OZEV des cartes graphiques
graphiques qui nous rendent dépressifs en fait. Mais bon, si vous cherchez 20 minutes de démontage en règle de Nvidia, Ryan a une vidéo en stock qui vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à aller là-bas et lui mettre un petit commentaire que vous venez de ma part. Et voilà le résumé de tout ce que j'ai trouvé intéressant sur les conférences de cette semaine. Ah oui, j'allais oublier parce que tant qu'à être dans la merde, autant y être correctement. Le CEO de Intel nous a annoncé tranquillement que les problèmes de stock pourraient continuer d'ici 1 à 2 ans. Déjà qu'on est dans une saison où rien que vivre nous fait transpirer, alors là, ce ne sera une saison en plus sans GPU. Donc terrible encore une fois. Bon, et avant de partir, bien sûr, on aura le petit conseil de vie du jour, histoire de vous redonner peut-être un petit peu le sourire, ou de vous faire pleurer avec mon humour de merde. Si vous avez chaud cet été, n'hésitez pas à installer une piscine et lancer un live. Fraîcheur, ambiance et argent garanti. Que demander de plus? Si vous êtes énervé contre les gens qui font ça, détendez-vous, c'est pas grave. Moi, j'attends juste le stream piscine d'Antoine Daniel. Et après avoir énervé quelques centaines de personnes, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!